Nous allons voir maintenant ce qui est sans doute l'un des symboles de la politique étrangère de la France, symbole culturel, celui de la langue. Nous sommes rendus pour cela en Égypte, dans ce pays longtemps sous domination anglaise. La francophonie est encore de beau reste. 1 million d'Égyptiens parlent le français. Et dans le reportage réalisé par Maryse Manot, Pierre Moscovici et Richard de la Fuente, vous allez à la fois découvrir des choses tout à fait exceptionnelles concernant les pharaons, mais aussi beaucoup d'émotions, car sur le Nil, on chante encore en français. Le répertoire est limité et le français un peu écorché. Mais ces enfants des faubourgs d'Assouan n'ont eu que les touristes comme professeurs de langue. Assouan, c'est la Haute-Égypte, loin du Caire et de ses écoles bilingues. Et pourtant, à 2 pas d'ici, ces enfants-là ont eu plus de chance. En septembre, ils ont inauguré la première école primaire laïque de langue française. 2 classes de maternelle pour l'instant, accessibles à tous les milieux, mais c'est rare. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? On lève le doigt. Erin? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Très bien. L'Égypte a voulu cette école. La coopération française lui apporte son soutien pédagogique. Bien, c'est bien. C'est mardi? Non. C'est mardi? Oui. Bien, Sherif, et compter. 1, 2, 3. Comme garagiste, je n'aurais pas eu les moyens d'inscrire mon fils dans une école privée. Cette école, c'est une aubaine pour mon fils, bien sûr, mais aussi pour moi, puisque j'apprends le français au cours du soir de l'école. Des cours du soir pour les parents. L'idée est née d'une discussion commune entre Raphaël Plotin, le français, directeur pédagogique, et Fawzia, la directrice égyptienne de l'école. Tous deux militent pour une renaissance du français dans les régions défavorisées d'Égypte. À condition que les enfants ne descendent pas seuls. On apprend aussi l'arabe ici pour ne pas oublier la langue maternelle, c'est-à-dire les 2 langues marchent, comme on dit, parallèlement. On donne des cours de français et des cours d'arabe. Qu'est-ce qui a motivé les autorités égyptiennes pour la création de cette école? C'est pour répandre la langue française partout, c'est-à-dire la langue française ne doit pas être limitée au nord du pays. C'est pour cela qu'ils ont pensé à faire des écoles au sud. Mais ça existe pour l'anglais déjà? Ça existe aussi pour l'anglais. Et n'oubliez pas que c'est un pays touristique. Ils ont besoin de langue ici. Si tout va bien, au mois de septembre, une école de ce type-là s'ouvre à Luxor, une autre à Port Saïd et une 3e à Suez. Il y a donc une demande de la part des autorités égyptiennes? Oui. Très très forte demande. Très forte demande. Mais il faut aussi rester réaliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer que sur la demande. Il faut faire attention, est-ce que nous aurons les enseignants qui sont assez qualifiés? Est-ce que nous aurons les financements aussi pour mener à bien de telles expériences? Plus de 1000 kilomètres séparent la Haute-Égypte, terre de reconquête du français, d'Alexandrie, au lieu de la bourgeoisie francophone. On trouve là une élite commerçante aux origines mêlées, grecque, arménienne, où le français est une tradition aujourd'hui en perdition. Dans la famille Nasri, on résiste à l'ère du temps autour de la grand-mère, véritable pilier familial. À ses côtés, 3 générations parlent le français. Je parle 4 langues.
le grec, l'arabe, le français et l'anglais. Et le grec, je parle avec ma mère et mon grand-père. Et le français, je parle avec ma grand-mère et mes oncles. L'anglais, je parle avec mes frères et à l'école. Et l'arabe, je parle dans la rue avec les gens que je connais à Alexandrie. Et comment as-tu appris le français? J'ai appris le français avec maman et papa et ma grand-mère. Je pensais au nom des rues. Est-ce que tu as remarqué quelles sont... Oui. Oui? Ils sont écrits en arabe et en français. Par exemple, ici, où est-ce que nous sommes? Rue des Pharaons. Rue des Pharaons. Oui. Ouais. Et en arabe, comment dit-on? Shara al-Farana. Et en grec? Ça, je sais pas. C'est une merveilleuse adresse, mais en vérité, elle n'est pas tout à fait égyptienne. Elle est une adresse qui vient du nom de ce quartier, qui s'appelait le quartier grec. Et les gens qui étaient dans ce quartier avaient tous des maisons somptueuses, des villas avec des jardins. Le vieux quartier est un quartier qui a réservé sa grande part aux Français parce qu'Alexandrie était très pro-française. C'était pas le cas au Caire? Non, c'est tout à fait différent. Le Caire a toujours été une ville beaucoup plus arabisante. Loris Nasri est avocate et c'est à ce titre qu'elle a restitué à la France son centre culturel 5 ans après les nationalisations de Nasser. Il faut revivre les moments qui ont eu lieu depuis l'arrivée au pouvoir de Nasser, au moment de ce que nous appelons, nous, la révolution et suite à ce que l'affaire de Suez, que l'on appelle communément ici la triple lâche agression, puisqu'elle était Israël, la France et l'Angleterre, tous les biens français et anglais ont été séquestrés. Et ce local a été, comme tant d'autres, séquestré. Tous les Français ont été priés de quitter l'Égypte. C'est depuis cette période-là que le français a décliné, parce que d'abord, il n'y avait plus d'école valable, aucune école française. Alors, tout le monde est passé à l'anglais, parce qu'il y avait la présence américaine. L'anglais était la même langue, c'est comme ça que ça a marché. Mais les Anglais, l'université américaine a pris un essor exceptionnel en Égypte, puisqu'elle est installée au Caire depuis cette date-là. Même au plus fort de la crise de Suez, il y avait dans le désert une poignée d'archéologues pour maintenir la présence française. À Saqqara, ancienne nécropole des rois, loin des aléas politiques, cette permanence a permis des découvertes plus récentes. Voici pour la première fois à l'image la pyramide de Pépi Ier, vieille de 4000 ans. On entre dans la pyramide par le chemin qu'a emprunté le roi pour son enterrement, c'est-à-dire par la chapelle nord, chapelle qui n'a servi qu'une seule fois. La pyramide de Pépi Ier est la pyramide de la 6e dynastie qui contient le plus de textes, ces textes qu'on appelle textes des pyramides, et qui sont des recettes pour aider le pharaon à passer dans l'au-delà. C'est un puzzle d'à peu près 400 fragments, certains très petits, d'autres gros. Et quand on veut physiquement remettre en place tous ces fragments, il faut les coller. Et qui dit coller des fragments dit aussi perdre quelques millimètres par-ci, par-là. Ce qui ne facilite pas le travail de restauration. D'ailleurs, ce travail a pris 30 ans au professeur Leclan et à son équipe. La même équipe qui vient de faire d'autres découvertes tout près de là. Le temps passé ici n'est pas forcément du temps perdu. Les équipes françaises en Égypte, que ce soit celles qui résident en permanence comme l'Institut français d'archéologie ou les missions du CNRS, les affaires étrangères qui sont là, sont très fortement présentes sur le terrain, travaillent depuis longtemps sur des sites importants comme Saqqara, Karnak ou Tanis ou ailleurs. Et c'est simplement l'addition, en quelque sorte, de maintenant près d'un siècle et demi d'archéologie française en Égypte. Michel Weitmann fait partie des 130 permanents de l'Institut français d'archéologie orientale, créé il y a 115 ans au Caire. 40 ans plus tôt, Champollion avait décrypté les hiéroglyphes. L'imprimerie orientaliste de l'IFAO, unique au monde, possède 12 000 signes de cet alphabet, mais aussi de l'alphabet copte et arménien. Elle témoigne de l'ancienneté et de l'importance de la présence française en archéologie.
Aujourd'hui, l'IFAO absorbe encore 15% du budget total des fouilles françaises dans le monde. Jusqu'en 1952, la France était en charge du patrimoine égyptien. Alors depuis 1952, ce patrimoine est géré par l'Égypte, mais bien entendu, il y a une position de fait tenue par la France qui, à travers les vicissitudes politiques, à travers les changements, est restée très importante, qui a connu des hauts et des bas, qui ont suivi les fluctuations des échanges politiques entre les deux pays, mais qui, tout particulièrement ces dernières années, sont revenus à un niveau important. Disons, pour schématiser en chiffres, que la France représente assurément plus de 50% de l'intervention étrangère dans le patrimoine égyptien, probablement autour de 70%. Et puis il y a eu la guerre du Golfe, et puis on s'est aperçu que le Proche-Orient était loin d'avoir dit son dernier mot, et que c'est un endroit où il y a de grandes modifications, et que la présence archéologique et la présence de la recherche étaient une des constantes qui, en profondeur, échappaient aux fluctuations du politique et de l'économique. Nous l'avons constaté au moment de la guerre du Golfe, où alors que notre pays se trouvait, par la force des choses, sur certaines positions, je ne dirais pas de retrait, mais de prudence, nos positions archéologiques ont été inchangées et nos relations avec le pays hôte, avec l'Égypte, ont toujours été très fortes et très confiantes. C'est Karnak qui illustre le mieux cette relation particulière. Ces fellahs travaillent de père en fils à la restauration du temple depuis 1967. Leur patron actuel, Jean-François Larcher, gère une véritable PME. C'est un centre franco-égyptien. Nous travaillons en collaboration avec une équipe d'Égyptiens qui comprend des égyptologues égyptiens, des architectes égyptiens, toute une équipe technique pour l'entretien du matériel. Et nous avons à peu près 150 ouvriers sur le site, de différentes spécialités, des maçons, des restaurateurs, des porteurs, enfin tout ce qui peut faire tourner une équipe de restauration et de fouilles. Lui, c'est le chef de chantier, la mémoire historique du site, depuis que les Français sont ici. Jean Laronde est arrivé il y a 28 ans à Karnak. Dans les tout débuts, il y avait un énorme chômage ici en Égypte, il n'y avait pas de travail. Et lorsque j'avais besoin de 100 personnes, il y en avait 1000 qui se présentaient. J'étais obligé de faire une sélection, c'était horrible. Moi, je n'arrivais pas à reconnaître tout ce monde, surtout qu'ils s'appellent tous pareils, ils s'appellent Mohamed, Abdou, etc. Et c'est un ensemble de 3 prénoms qui viennent du père et du grand-père, et ainsi de suite. Alors, ce qui fait que moi, j'ai décidé de créer une carte d'identité du centre. Et donc, je les ai fait prendre en photo, et puis j'ai commencé à faire ces cartes d'identité. Mais au Caire, ça a provoqué des remous un peu incroyables, parce qu'on m'a traité de faire de l'espionnage, etc. Bon, j'ai été obligé de m'arrêter, et puis de faire un autre système où il n'y avait pas de photos, moi, il y avait juste les noms. C'est l'époque où les relations franco-égyptiennes se dégèlent. L'attribution aux Français du site de Karnak n'est pas due au hasard. Nous sommes au lendemain de la guerre des 6 jours. Nous, les Français, nous avions une position assez bonne vis-à-vis des Égyptiens, étant donné que le général de Gaulle avait condamné l'attaque d'Israël sur l'Égypte. Donc nous avions une position privilégiée. Donc je pense que c'était nous, du fait de notre présence très ancienne en Égypte, en plus, appréciée, qui est à la base de la création du centre. Et je ne pense pas que ça pouvait être les Américains, même pas les Allemands. À partir de 68-69, c'est les Français qui sont revenus les premiers et qui ont fait le tourisme à partir de l'exposition, je crois, de Toutankhamon à Paris. C'est là où ça a vraiment commencé, et c'était les Français qui étaient ici, donc qui étaient tout heureux de nous retrouver ici, et ça a contribué au rayonnement de la France. Le rayonnement de la France passe aussi par les intellectuels francophones égyptiens. Mohamed Salmaoui, au nom du ministre de la Culture et de la Francophonie, je vous fais chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres.
Ce jour-là, l'ambassadeur de France décore un homme de lettres et un journaliste. Pas n'importe lequel, Mohamed Salmaoui est rédacteur en chef de l'hebdomadaire francophone du Grand Journal Al Aram. Tirage 100 000 exemplaires, dont la moitié diffusée en Europe. Bonjour, la Réunion. En Égypte, la réserve de lecteurs est importante puisqu'1 million d'Égyptiens parlent encore notre langue. La conférence de rédaction se tient en français. Ouais, Sherif, tu vas me dire qu'est-ce que tu as pour... La colonne, ça sera sur l'ONU qui examine actuellement. Donc cette semaine, le journal, frère jumeau d'une édition anglophone, existe depuis 10 mois et a reçu l'aide de la France. Quand j'ai fini le journal anglais, et je l'ai montré par exemple à mon ami, dans le temps l'ambassadeur britannique, il a regardé le journal, il m'a dit « Oui, jolly good paper you have there, Mohammed. » C'est tout, c'était tout. Les Français, dès qu'ils ont entendu que nous allons faire un journal, l'ambassadeur, tous les gens de l'ambassade ont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ce journal? Est-ce qu'on peut vous donner de l'aide? Est-ce qu'on peut vous apporter des journalistes? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je n'ai pas accepté qu'ils nous donnent des journalistes parce que l'idée de ce journal, c'est de faire un journal égyptien en langue française. Mais les Français ont accepté d'acheter un certain nombre de ce journal, de chaque numéro, pendant 3 ans, et pour un montant d'1 million de francs sur les 3 ans, qui était déjà une geste pas mal. Les lecteurs ou futurs lecteurs d'Al Aram Hebdo se recrutent beaucoup à l'université du Caire, la plus ancienne du monde arabe. Surtout dans les nouvelles filières francophones. À l'opposé des Américains, qui ont créé leur propre université, la France a choisi d'intégrer l'enseignement du droit, des langues et de la gestion dans le programme universitaire égyptien. Ainsi, la gestion et le commerce international, Made in France, a rejoint l'an dernier la faculté de commerce. Le département gestion et commerce international, donc le DGCI, est un exemple original de coopération intégrée franco-égyptienne, puisque le premier mot qui est sur cette plaque, donc libellé en arabe, prouve que je suis une branche de cette université. Donc je suis véritablement à l'intérieur de cette université et je travaille en coopération et en collaboration technique étroite avec les autorités universitaires égyptiennes. De plus, ce qui n'est quand même pas inutile, vous avez ici la protection divine qui nous est accordée, puisque c'est la première phrase du Coran, au nom de Dieu, le très grand et très miséricordieux. En inaugurant ce département en septembre dernier, Jean-Claude Laurib a bien le sentiment d'aller à contre-courant des habitudes. Car si le droit français et le code Napoléon trouvent naturellement leur place en Égypte, l'anglais est plutôt la langue des affaires. La cour de coût moyen. On n'apprend pas en arabe l'informatique. Des recherches, de manière de penser aussi des Français est très différente. On est un peu chanceux, nous les étudiants de la DGCI. On parle anglais, on parle arabe, on parle français. Je crois que dans le CV, ça va marquer. Vous trouvez du travail facilement. Surtout, on peut travailler dans les boîtes anglaises, dans les boîtes françaises. Pourquoi je ne suis pas entrée dans l'université américaine? Il y a trop de différences et je peux vous la dire. D'abord, pour la société américaine, l'université américaine, vous sentez qu'on doit payer trop cher. On sent maintenant que tous les nouveaux riches entrent dans la société américaine, c'est l'université américaine. C'est-à-dire pourquoi on entre dans l'université américaine pour dire seulement que nous sommes anciennes d'université américaine, qu'on peut trouver du travail. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Vous pouvez trouver maintenant plusieurs gens qui ont fini leurs études là-bas et qui ne trouvent pas des travaux facilement. Pour ces étudiants, l'arrivée des ordinateurs offerts par la France les a confortés dans leur choix. Mais l'expérience reste modeste. 2 cours de 26 élèves ne vont pas bousculer la pratique anglophone dans le monde des affaires. Je vous dirai sous forme de boutade que nous ne sommes pas à la bataille de Fontenoy. Je ne suis pas là pour bouter les Anglais hors les murs et surtout pas dans le domaine des affaires. Mais par contre, il y a une chose qui me semble particulièrement intéressante. C'est qu'au-delà des problèmes de langue, il est particulièrement impératif
et ce en utilisant le français comme langue des affaires, montrer que la France peut former parfaitement des étudiants étrangers aux nouvelles méthodes pédagogiques qui sont reconnues par le monde entier. Et compte tenu du fait que l'Égypte est en plein développement, surtout avec la nouvelle politique économique de privatisation, de plus en plus, les jeunes gens qui sont derrière moi, qui sont appelés à être des cadres futurs dans les entreprises françaises, franco-égyptiennes et égyptiennes, auront à mettre en œuvre les méthodes de pensée qu'ils auront appris ici, quelle que soit la langue qu'ils parleront. Et n'oublions pas qu'ils sont quand même de langue arabe en tout premier lieu. Aux côtés de l'arabe et de l'anglais, le français veut simplement reprendre sa place après l'éclipse qu'il a connue, puisque l'Égypte en a gardé la mémoire. Prochain événement